Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce nouveau numéro de la saison 4 de French Big Ballers, votre podcast traitant de l'actualité des Los Angeles Lakers. En ce premier enregistrement de l'année 2022, laissez-moi vous présenter de la part de toute l'équipe Lakers France nos meilleurs vœux de bonheur et de santé à chacune et chacun. La santé, les Lakers l'ont retrouvée depuis plusieurs jours et avec les victoires qui s'enchaînent, voilà que le bonheur repointe le bout de son nez par intermittence. Mais avant d'en discuter, laissez-moi présenter mes compères du soir. Une BM qui date du début du millénaire, une victoire marseillaise en terre girondine, Nas continue son périple nostalgique en souhaitant à présent aux Lakers d'imiter leurs prédécesseurs de 71-72. Comment ça va, Nas? Putain, masterclass la phrase, Clem. Salut Clément, salut à tous. Ravi d'être là et c'est parti pour ce petit pod. Bonne année encore. Mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité. La déclaration suivante a été publiée aujourd'hui par Adrien, par l'intermédiaire de son avocat personnel et de son gestionnaire d'affaires, Thomas L., président de l'organisation marseillaise des vacanciers aigris, aka l'OMVA, située à Marseille, en réponse aux questions sur ses futurs plans de carrière. Je cite, « Je suis de retour ». Comment vas-tu, Adrien ? Bonsoir Clément, bonsoir Nas et bonsoir à Ben que l'on va bientôt introduire. Un grand plaisir de vous retrouver cette année, même si peut-être à l'instar de la saison précédente, c'est quand même pas le beau fixe pour nos chers Lakers. Tu l'as dit, Adrien, du coup, maintenant que les vieux ont été présentés, place aux jeunes. Certains diront qu'il a été recruté pour faire remonter le QI moyen des admins, d'autres pour prescrire à distance des anti-inflammatoires à notre monteur, celui-ci se fracassant régulièrement le poing sur son bureau à chaque fois que les micros saturent. Benoît est avec nous. Ben, comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci pour l'accueil, ravi de vous rejoindre pour ce podcast. Bonne année à tous. Et puis, mon vœu principal, au-delà du fait de se débarrasser de DeAndre Jordan, sera de voir des Lakers un peu plus satisfaisants au cours de cette année. J'ai cru que tu allais parler de Russell Westbrook dès la première intervention. On va attendre un peu pour les antidépresseurs, on a dit. Messieurs, on avait quitté les Lakers moribonds lors du dernier podcast avec Nas, alternant les victoires à l'arraché contre des équipes qu'on qualifiera de très abordables, et les grosses défaites contre les cylindrés de milieu classement. À l'époque, on avait pointé l'absence de défense, un playbook rachitique, des joueurs handicapants dans le 5, tu l'as dit tout à l'heure avec DeAndre Jordan, et les blessures pour expliquer les errances des Lakers. Entre-temps, on a récupéré la moitié de l'effectif, qui était parti en isolement Covid, et on a quand même perdu Anthony Davis, ce qui n'a pas empêché les Lakers d'attaquer l'année en beauté en ayant 4 victoires en 5 matchs. Les pensionnaires du feu Staples Center s'étaient inclinés cette nuit face à Memphis et j'ai vraiment adoré mon live tweet. Messieurs, on est passé de victoires à l'arraché contre des équipes abordables à de belles victoires contre des équipes abordables. Est-ce que c'est un coup de chance ou un renouveau stratégique encourageant pour la suite ? Franchement, que dire ? Adri, tu sais quoi ? Vas-y, lance-toi. Ça fait longtemps que tu n'étais pas avec nous. Ah non, mais ça va être très rapide. Est-ce qu'il faut se réjouir de battre un adversaire plus faible que soi ? Oui. Enfin, au moins, c'est bien pour le bilan et soigner cela, parce qu'il faudra quand même regarder en permanence vers le haut et à quelle place on va finir en fin de saison. Après, le problème, c'est que dès qu'on aborde un peu des équipes sérieuses, tu continues à prendre l'eau. Et ça, c'est pas bon aussi pour l'après-saison régulière. Donc, sur le sentiment général, c'est quand même mitigé. Ouais, c'est bien que tu galères pas contre les Hawks et compagnie. Maintenant, la défaite d'hier soir, qui aurait dû être un match référence ou un match test par rapport à l'embellie et à ce qu'a tenté Vogel depuis quelques matchs, pas top quoi, hein. Pas top du tout. Pas terrible, parce qu'effectivement, gagner contre les Blazers, gagner contre, comme tu disais, les Hawks, ou les Kings ou les Wolves, j'ai envie de vous dire, c'était quelque chose qu'on avait un peu l'habitude de faire les années précédentes, puisqu'on avait quand même une bonne habitude qui était de pas mal faire respecter la hiérarchie. Donc les matchs contre les équipes, on va dire, inférieures, et pour certaines qui ont été un peu décimées par le Covid, etc., cette saison aussi, c'est des matchs qu'il fallait évidemment prendre. On les prenait avec la manière, quand même, dernièrement, mais c'est vrai qu'on a toujours cette espèce de plafond de verre. Finalement, tu regardes sur... on va dire les derniers gros qu'on a affrontés, on se sera fait baffer par les Grizzlies. Pas 2 fois, mais au moins une bonne baffe et notre défaite. Les Nets, tu perds contre eux, tu perds contre Phoenix au mois de décembre, tu vois, quand tu perds contre les Bulls, finalement, en fait, tous les matchs un peu relevés, tu les perds, quoi. Tu les perds. Donc, que dire ? Forcément, ces matchs-là, tu les rejoues 10 fois avec Anthony Davis dans ton équipe, c'est pas le même résultat qui sort à la fin. Malgré tout, tu peux quand même te poser des questions, parce que Anthony Davis, il a quand même joué pas mal de matchs cette saison, et le contenu était loin d'être parfait non plus. C'est-à-dire que d'un point de vue, si on veut vraiment être optimiste
et se projeter dans le futur, il faudrait qu'on s'accroche au fait qu'on n'ait pas beaucoup vu jouer LeBron, Anthony Davis et Westbrook ensemble. Voilà, on va dire c'est vraiment le dernier mince espoir qui nous reste pour se dire que cette équipe a vraiment le moyen d'être compétitive au plus haut niveau. Mais il y a encore des très bonnes équipes qu'on n'a pas beaucoup affrontées. Les Warriors, on les a affrontés au tout premier match de la saison. Ce ne sera pas les prochains Warriors qu'on va jouer. Le Jazz arrive. Enfin, voilà, on va avoir des échéances, quoi. Et c'est là aussi qu'on verra un petit peu le plafond de verre de cette équipe, quoi. Puis même, tu parles de l'arrivée prochaine de Anthony Davis, mais déjà que tu galères à faire jouer une équipe qui a été renouvelée à quoi, à 70%, c'est pas en 3 mois que tu vas réussir à créer l'alchimie du siècle entre les trois. C'est un gros défi qui attend Vogel. Et je dirais qu'à la limite, ce qu'il avait lu comme solution sur les 2 saisons précédentes, c'est au moins de bâtir un socle défensif. Après, advienne que pourra pour l'attaque, même si tu improvises. Mais aujourd'hui, le socle défensif... Pour rebondir, on avait fait un peu un point sur les stats par rapport à cette défense, notamment la défense sur les secondes chances. On offrait énormément de rebonds. Bon, ça n'avait pas évolué. En fait, on se retrouve grosso modo au même niveau défensif qu'avant. On peut se dire que c'est encourageant étant donné qu'on a dégagé un protecteur de cercle avec notre fameux DeAndre Jordan qui est sorti du 5 et qui a été replacé par LeBron. Et on peut penser que ça évoluera avec Anthony Davis, mais les gars, alors là, on va pas finir dans les 10 meilleures défenses de la ligue. Non, mais c'est bien, tu vois, que tu parles de ça, parce que si tu fais comme le bilan du pivot, de l'expérience de LeBron en pivot, bon, il y a des trucs où c'est cool, hein, au niveau d'attaque, hein, élargir le terrain, c'est très bien, mais en défense, combien on en concède de points dans la peinture ? Et des points très faciles. Ok, ça, on se sent très bien contre les Hawks, mais ils ont pilonné quand même à l'intérieur. Ils sont allés sur du alley-oop et également Ils auraient pu largement plus pilonner que ça. D'ailleurs, je pense qu'ils sont revenus en fin de deuxième quart en s'appuyant beaucoup sur leur jeu intérieur, qu'ils ont bizarrement complètement abandonné au deuxième mi-temps alors qu'ils nous défonçaient à l'intérieur. Ah bah oui, tu vois. Donc c'est vrai que Adri, là où effectivement tu as raison, c'est que l'expérience LeBron en pivot, alors c'est vrai qu'en plus les gens ont parfois un peu de mal à interpréter les stats avancées, les ratings, etc. Et c'est vrai que j'ai vu un tweet qui a été viral là, qui a bien marché, qui a fait beaucoup d'engagement, enfin une stat qui dirait que avec LeBron en pivot et avec Russell Westbrook, les Lakers auraient un plus 20 de net rating sur ces moments-là. Le truc, c'est que en fait, tu évalues pas un line-up face à tu évalues pas un two-man line-up face à des line-up complets. Enfin, le comparatif du net rating se faisait de façon un petit peu obscure, et c'est vrai que du coup, tu avais vraiment l'impression que l'expérience LeBron en pivot était ultra incroyable. Comme tu disais, Adri, elle est pas mal en attaque parce que tu crées beaucoup de spacing pour tes coéquipiers. LeBron, du coup, il devient finalement un peu injouable parce que t'es un big, tu vas être trop juste niveau vitesse pour l'arrêter. Et LeBron, en plus, vu qu'il est en ce moment un peu incandescent à 3 points, il peut étirer le big adverse. Enfin, c'est une super solution en attaque. Mais c'est vrai qu'en défense, tu parlais des rebonds et tu parlais même plutôt du pilonnage à l'intérieur. C'est malheureusement le gros défaut de ce système-là, quoi. Et puis surtout que LeBron, il a quand même ses absences sur la défense sans ballon cette année. Et il n'a un peu rien à foutre. Et je peux le comprendre, hein, vu tout ce qu'il engage comme énergie de l'autre côté du terrain. C'est normal qu'il ait ses absences. Mais si tu reprends le match contre les Hawks, heureusement que tu as quand même une défense extérieure qui tient un petit peu la route, je trouve. Hein, ça fait des belles rotations et ça garde plutôt bien le périmètre. Mais bon, il faut ça, quoi. Il faut vraiment ça pour accepter de céder à ce point la peinture à l'adversaire. Si en plus tu lui cèdes ça, plus effectivement le rebond offensif et donc de l'extra chance. Ouais, j'allais dire 5e pire équipe dans ce domaine dans les points encaissés dans la peinture. Et on encaisse environ 14 points par match sur seconde chance. Donc voilà. Mais c'est un peu les problématiques qu'on retrouvait, c'est-à-dire que c'était sûr que ce domaine-là, notamment la protection du cercle et le rebond, allait être encore plus pénalisé, puisque tes extérieurs, depuis le début de la saison, ne font pas de box-out. Donc automatiquement, tu as un déficit de taille à l'intérieur. Si tes arrières ne coupent pas la course de leur adversaire,
et forcément tu te fais bouffer. Et je sais plus contre qui il y a cette séquence, je sais pas si c'est les Blazers ou pas, où il y a une séquence, ils prennent 4 rebonds offensifs sur la même action, ça tire dans tous les sens, heureusement c'est 4 ratés, et C'est personne les ne bouge, quoi. Les Hawks, et personne ne bouge, quoi. Ça contre les Hawks, ouais. Mm. Après, justement, en commentant certains des matchs, beaucoup de gens demandaient à voir plus Dwight Howard. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai que c'est contre les Hawks, il a été bon, les minutes qu'il a jouées. Après, comme il n'a pas beaucoup de minutes, c'est difficile de se faire une idée. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de son apport à ce niveau-là sur les moments où il joue? Que dire? Moi, ce qui m'embête avec Dwight, c'est que, alors, il reste toujours relativement intéressant pour, on va dire, de la protection pure sous le cercle et du rebond. Il reste quand même plutôt pas trop mauvais rebondeur pour son âge et pour ce qui lui reste dans ses jambes. Mais le problème, c'est que pour tout ce qui est de la défense on-ball, c'est plus trop ça. Pour tout ce qui est des aides, c'est pas pareil, c'est plus trop ça. C'est pas non plus DeAndre Jordan, mais c'est Carbo, quoi. C'est bien Carbo, Dwight Howard. Donc moi, je vais lui donner. Vas-y, Pardon, vas-y. excuse-moi. Non, dis-moi. Non, en fait, je suis globalement d'accord avec toi et du coup, ça pose aussi la question. Là, on est en train déjà de se projeter sur le retour d'Anthony Davis, mais même avec AD qui revient, on n'a même pas tellement de backup 5 solide en fait. C'est ça qui fait peur. Disons que là, Frank Vogel, vous m'arrêtez les gars si je me trompe, mais j'ai quand même vraiment l'impression qu'il a voulu prendre le virage small ball à fond et s'enfoncer dans le truc. Ouais, on a Melo en 5, donc oui. Ouais, voilà, tu vois. Et tester et y aller à fond. Et moi, j'ai envie de te dire, dans ces situations, s'il veut mourir avec son small ball, ce qui est quand même plutôt pas mal en soi, parce que c'était un peu ce qu'on reprochait aussi à Frank Vogel les saisons précédentes, c'était de parfois un peu trop s'entêter avec ces deux bigs. Parce qu'on a quand même très bien compris que la recette qui a bien marché en playoff pendant la bubble, c'était avec Anthony Davis en 5 en jouant petit. Pour moi, s'il veut prendre absolument ce virage-là à 180 degrés et dire pour moi les Lakers c'est small ball et rien d'autre, moi je peux me contenter d'avoir un Dwight Howard sur le banc uniquement pour des match-ups très spécifiques, sur des petits stretches de temps en temps, et me dire que ça sera lui mon backup 5, on va dire officiel, sachant que mon 5 sera soit LeBron soit Anthony Davis, tu vois. Donc moi je serais pas tant dramatisé que ça de me dire qu'il y a Dwight Howard. Après, sans trop spoiler, on va aussi tout à l'heure un peu parler de la trade deadline probablement, on pourrait effectivement réfléchir à des idées pour du poste 5 ou de l'intérieur qui viendraient du coup suppléer, plutôt remplacer Dwight Howard et DeAndre Jordan. Mais en tout cas pour l'heure, moi pour ce qui est pour du small ball, je serais plutôt à l'aise avec le fait de me dire ok, j'ai Dwight Howard qui traîne au fond de mon banc, si j'ai des match-ups bien spécifiques, pourquoi pas lui donner du temps de jeu, tu vois. En plus, il n'est pas du style à beaucoup demander des minutes, très demandeur, il est vraiment à fond pour le collectif, etc. Donc il va pas râler, il va pas faire chier, tu vas le faire jouer, il va se donner à fond et point barre, quoi. Donc moi, ça me dérange pas dans l'idée. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est nécessaire de garder un profil comme ça, et l'exemple qu'on cite généralement pour Dwight Howard dans la campagne 2020, c'est face à Jokic. Oui. Il joue pas face à Houston, et quand il s'agit de proposer une défense au poste à Jokic, la première option c'est lui, c'est pas Anthony Davis. Et ça marche. C'est nécessaire d'avoir un profil comme ça de protecteur du cercle et de joueur capable de défendre de haut panier. Mais comme tu l'as dit, il sera pas titulaire cette année et il va pas jouer plus de 20 minutes, et ça sera selon les match-ups. Oui. Moi, j'ai aucun souci à le garder. Ouais, moi non, pareil, aucun souci à le garder. Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. De toute façon, je pense que Vogel, il est toujours dans une phase d'expérimentation et que même son small ball 5, pour lui, c'est juste une configuration de line-up qu'il aura proposé pour plus tard. Et évidemment il lui reste encore à bâtir son 5 de départ. Ça, c'est pas encore, à mon avis, pour moi, ça s'est pas encore fait. Et en plus, avec le retour de AD, bon, c'est sûr que AD va réintégrer le 5, et puis quid de Kendrick Nunn aussi, quand il va revenir, qu'est-ce qu'on va en faire. Donc il a encore ce côté-là, tu vois, ses 10 premières minutes dans n'importe quel match, comment il va les bâtir et sur quelle philosophie. Et après, il aura sa boîte à outils de line-up, et il sait ce qui fonctionne plus ou moins bien avec les gars. Ouais. Après, tu regardes les minutes de Dwight, on est sur quoi, sur la dizaine de minutes. Ouais, cette saison, je suis même pas sûr qu'il les fasse, hein, honnêtement. Il y a plusieurs matchs où il a pas joué du tout. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de DNP, mais là, sur la saison, je viens de voir. Ouais, ici, quand même. 15 minutes. 15 minutes, ouais. Ouais, ok, mais il aura pas plus que ça de toute façon en playoff. Donc ça me.
Alors après, il faudrait peut-être enlever aussi les minutes qu'il y a en garbage time, que ce soit, parce qu'elles sont trompeuses. Mais bon, il est là et il doit être là, parce que sinon on a vraiment aucun profil grand au poste 5. Oui, et puis vraiment dans son rôle de volleyeur, il le fait plutôt pas trop mal, honnêtement, au niveau des rebonds et tout, il est là. Il est là, même si il est plus aussi rapide qu'avant, physiquement, enfin, faut aller le bouger sous le cercle, tu vois, le doigt au rebond. Donc dans ce rôle-là, et strictement ce rôle-là, moi ça me dérange pas de le garder. Non, je suis d'accord aussi. Messieurs, on a parlé de la défense et de tout ce qui est dépend en défense. Est-ce qu'on passe à l'attaque? Parce qu'il y a quand même des points positifs. Il y a une évolution positive depuis le dernier podcast. Non? L'évolution positive, si je peux me permettre, avant je te coupe, c'est que LeBron, du coup, rentre dans la course du MVP parce qu'il est tout simplement incroyable et injouable. Je pense qu'on peut introduire l'attaque en disant ça avant de parler des mauvaises nouvelles, du coup. Oui, exact, vas-y. Et LeBron James. Alors, je suis désolé, j'ai pas fait mes petites fiches, je les fais jamais de toute manière. J'ai pas les stats de LeBron sur les 10-15 derniers matchs, mais c'est tout simplement. Si tu veux, je peux te les donner. 34,5 par match, 6,3 passes, 9,1 rebonds, 41% à 3 points, 57% de field goal. Voilà. 57% de field goal, juste ça, tu vois. Sans même parler de son ultra efficacité aux 3 points. Cette saison au lancer, il fait sa meilleure saison au lancer de sa carrière. Il est à 78. 82%. 82% sur les derniers matchs, mais sur la saison, 78,5. Que dire, honnêtement, que dire? Il est en stock, du coup, skill plus blocks, il est à 3, quasiment à 3, ce qui lui est arrivé qu'une fois dans sa carrière, si je dis pas de bêtises. Donc il est quand même assez actif, même si on est bien d'accord, on le répète une fois de plus, interception et bloc ne veut pas forcément dire défense, mais ça veut quand même dire qu'il y a une activité, qu'il est sur les lignes de passe, qu'il essaye de bloquer des tirs sous le cercle, et qu'il y arrive d'ailleurs. Donc LeBron, tout simplement incroyable, quoi. Tout simplement, LeBron James, 19e saison dans la ligue, et je peux vous dire que c'est pas la 19e saison de Melo, hein. Et là où il est encore plus impressionnant, c'est que sur plusieurs matchs, on a vraiment l'impression que sur les 3 premiers cartons, il court pas, il n'est pas là. Il laisse quand même Russell et les autres essayer de jouer. Et puis, dès qu'il faut prendre la main, il met 15 points au dernier quart, il domine complètement. Il se met à défendre quand il faut, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de moments où on a l'impression qu'il est complètement à l'ouest, mais en fait, quand il faut s'y mettre, c'est parti. C'est fou la facilité à laquelle, malgré son âge, il est capable de démarrer, il marche sur n'importe qui. Et finalement, le match d'hier soir, c'est un peu l'opposé des derniers matchs. Il a dû s'employer dès le début et il s'est retrouvé tellement tout seul qu'au bout d'un moment, c'était peine perdue. Mais même dans des matchs comme ça, il est toujours à fond et il marche quand même sur l'équipe d'en face. Offensivement, c'est vraiment incroyable. En fait, c'est vraiment dingue de te dire que tu as un joueur qui a 37 ans dans ton équipe et il est 2e meilleur scoreur de la ligue en moyenne. Enfin, on se rend pas compte de la performance que c'est-à-dire que même des joueurs qui ont eu des énormes longévités dans leur carrière, ça atteint jamais des niveaux aussi élevés que cela, quoi. Et on a énormément de chance de l'avoir parce que sans lui, franchement, je suis même pas sûr qu'on serait play-inable. Sans lui, je serais même pas sûr qu'on serait play-inable. Donc je sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose, Adrien et Clément, mais LeBron, pour moi, incroyable. Et je disais, si je peux, avant de vous passer la torche, je disais à Cavs France que pour moi, c'était pas blasphématoire de dire que le LeBron Lakers est probablement limite sa meilleure mouture de toutes. Parce qu'en fait, c'est la plus mature. C'est-à-dire qu'effectivement, en défense, c'est peut-être pas la meilleure parce que il a pas l'énergie qu'il avait dans sa jeunesse pour défendre beaucoup, en plus d'attaquer beaucoup. Déjà au Cavs, il avait baissé le pied. T'as dit quoi, pardon? Déjà au Cavs. Oui. Moi, je faisais vraiment référence aux années hit pour le coup, tu vois, où il a été parfois où il a fait des vrais first team all defense mérités, etc. Tu comprends? Moi, je faisais vraiment référence à ces saisons-là. C'est vrai que, mais là, comme tu disais tout à l'heure, Ben, t'as l'impression qu'il marche sur l'eau, c'est-à-dire que ce sport n'a plus aucun secret pour lui. Et quand il est face aux adversaires, il n'y a aucun moment dans sa tête où il doute, il n'y a aucun moment de doute, il y a aucun moment, c'est toujours naturel, c'est toujours fluide, c'est jamais inutile.
Enfin, c'est fort, quoi. Même sur le drive, tu vois qu'il compense un peu sa perte de vitesse sur le premier pas, et même on va dire sur le drive pur, par une conservation de balle, enfin une protection de balle, pardon, qui est juste incroyable. Il provoque du N1 dans tous les sens parce que justement maintenant, vu qu'il protège bien son ballon et qu'il attaque le cercle un petit peu différemment qu'avant, et bah du coup il provoque aussi plus de fautes sur ces drives là. Enfin, c'est trop fort. Et puis tu rajoutes à ça ces turnaround fade away mi-distance, dans tous les angles de possibles et imaginables du truc. Enfin, c'est juste trop fort. Le fuck you 3, je veux dire, il est infaillible, ce mec. Il est infaillible. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça, en fait, il a compensé de manière très, très impressionnante la perte d'explosivité pure par un arsenal en fait plus complet. Et par le fait aussi de se réinventer sur du jeu sans ballon. Et c'est là où peut-être un des rares apports, c'est d'avoir un Westbrook, puisque là-dessus, tu peux le voir plus impliqué sur les cuts ou même sur du spot-up, hein, là aussi. Hein, il a des séquences sur du two-man game où dès qu'il est libéré, maintenant, il est fiable. Ouais. Il est fiable et les défenses continuent à le jouer comme s'il n'était pas fiable. Absolument. Donc là-dessus, tant mieux. Les Browns ne demandent qu'à ça, hein, à abuser de l'inintelligence des défenses adverses. Donc non, c'est impressionnant, je suis d'accord avec toi. Ça va relancer les débats du meilleur de l'histoire, mais avoir un tel niveau d'excellence à un tel âge, même tout sport confondu. Hein. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Mais il est quasiment à 8 tentatives à 3 points par match cette saison. C'est quand même énorme. Hein. C'est un énorme volume, 8 tentatives par match. Il est à 37%, 37,2%. Alors que il est pas connu. LeBron James n'est pas connu pour être il est connu pour être un shooter, mais pas pour être un excellent shooter ou même un shooter de gros volume, quoi. Son volume moyen en carrière, il est à 4,5. Le mec, il l'a quasiment doublé cette saison. Et il est meilleur que sur ses stats en carrière. Donc je veux dire, où est la limite? À quel moment est-ce que ce mec-là va s'arrêter, tu vois? C'est vraiment. Et comme tu dis, le fait qu'il se réinvente maintenant sans ballon, ça fait aussi beaucoup de bien à Russell Westbrook. Parce que. Et Russell Westbrook aussi joue intelligemment et utilise son playmaking, qui est quand même élite, on ne pourra pas le lui enlever, pour trouver LeBron aussi. C'est vrai qu'on se questionnait un peu sur le duo LeBron-Westbrook, on n'a pas pu beaucoup voir en début de saison parce que LeBron était blessé. C'est vrai qu'en attaque, en tout cas, le duo LeBron-Westbrook, il est loin d'être moche. Il est plutôt encourageant, pour ne pas dire convaincant. Donc, mais ça, c'est aussi beaucoup grâce à LeBron, on ne va pas se mentir. Ah oui, pour l'instant, oui. Même la partie qui fâche. J'allais justement enchaîner puisque tu as parlé de son compère actuel, Anthony Davis étant sur le flanc, Russell Westbrook qui a fait sa première saison aux Lakers et qui alterne un peu le chaud et le très froid. Qui veut commencer sur son cas? Écoute, je peux commencer. Adri, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux en parler? Non, je t'en prie. Alors, que dire sur Russell Westbrook? Déjà, je démarrais on va dire, en nuançant un petit peu, je pense, tout ce qui va se dire sur lui, par rapport au fait que je trouve qu'il est, et ça n'a pas vraiment de rapport avec son niveau de jeu, je trouve qu'il est injustement trop traché par les médias, personnellement. Et on l'a vu après sa conférence de presse face aux Grizzlies. C'est quand même un joueur qui est globalement plutôt très optimiste, beaucoup le sourire, etc. Et je pense que mentalement, ça l'impacte. Ça, c'était pour la partie, on va dire, un peu médiatique, etc. Je pense que Russell Westbrook est le premier, je crois, au nombre de minutes jouées cette saison dans toute la ligue. Et là, on a quand même l'impression qu'il accuse un petit peu le coup là depuis, on va dire, 2 bonnes semaines. Il a du mal à être frais quand il finit les matchs. Ça se traduit parfois par des pertes de balles, du manque de lucidité pure. Il blow des lay-ups dans tous les sens, mais alors vraiment dans tous les sens. Beaucoup trop pour un joueur de son calibre. Qui est un joueur qui est quand même payé 44 millions de dollars, hein, il va pas se mentir. Il balance aussi à mi-distance, il arrose pas forcément pour le mieux. Je pense que le gros problème de Russell Westbrook, je dirais actuel, au-delà des problèmes que j'ai pu évoquer tout à l'heure, de fatigue, de confiance, de mental, etc., je pense que il a beaucoup de mal. J'ai l'impression de voir je sens qu'il a beaucoup de mal face aux plus grosses écuries, tu vois, face aux équipes qui sont coachées intelligemment, qui ont un plan entre guillemets anti-Westbrook.
c'est vrai que finalement Westbrook, c'est assez facile pour certaines équipes de le faire totalement sortir de son match et de le faire totalement déjouer. Alors c'est vrai qu'il aura eu des triples-doubles cette saison, il aura eu des matchs assez réussis avec beaucoup d'assists et finalement peu de ballons perdus, mais c'est vrai que ça reste toujours mitigé, quoi. Ça reste toujours mitigé parce que tu as des matchs des fois où il va faire 9 turnovers et c'est vrai que nous, historiquement, aux Lakers, des joueurs aussi clivants que Russell Westbrook, tant dans l'attitude que dans le jeu, on n'en a pas eu beaucoup. Et c'est pas facile à analyser au quotidien, en fait, et essayer de déceler le vrai du faux, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je pense que pour l'instant, Vogel n'a pas, et dans une moindre mesure, LeBron n'ont pas réussi à résoudre l'équation Westbrook. Et on se retrouve aujourd'hui face à un cas où tu as concrètement un joueur qui est médiocre dans les secteurs où il devrait être bon. Quand je dis médiocre, c'est même parfois très médiocre. Hein. En transition, l'efficacité n'est pas là. En isolation, elle n'est pas là non plus. En pick and roll également, c'est pas bon du tout. Et même sur des secteurs, on est plutôt bon au niveau des Lakers. Et là où nos systèmes appuient là-dessus, notamment sur le hand-off, là, encore une fois, c'est catastrophique. Donc tu as là aujourd'hui un joueur qui aurait tout intérêt à faire comme LeBron, c'est-à-dire à se réapprendre et à réapprendre à du jeu sans ballon, notamment avec LeBron, et peut-être aussi à se faire violence et à accepter, on va dire, un peu plus le tir ouvert, notamment à 3 points. Ses stats sont pas top, mais elles sont pas lamentables non plus. Je crois que je l'ai noté, il est à 33%, je crois. Hein. Ouais. Oui, non, pardon. L'échantillon est faible, mais par exemple, tu vois, dans le tir dans le corner, il a 44%, ce qui lui place parmi l'un des meilleurs de la ligue. Et il y a une séquence hier où il se retrouve sur le terrain avec Talen Horton-Tucker notamment, donc ballon, position libre, fin de shoot, il drive, il donne à Talen Horton-Tucker, fin de shoot, il drive, et alors que s'il prend le tir en première intention, si ça rate, ça rate, mais bon, ce sera pas pire que ses mid-range sur la planche, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est clairement un mec qui aurait tout intérêt à épurer et à simplifier son jeu. En fait, il est capable de délivrer des séquences où il joue simple, il cherche essentiellement des passes, il joue sur sa rapidité, en fait, ses vraies qualités, et ça fonctionne, ça roule. Et dès qu'il essaye de... Et des fois, on comprend pas, on a l'impression qu'il... Je sais pas, il y a un truc, il y a un fusible qui saute, il pète un câble, il va enchaîner 3 shoots avec brique sur brique. Effectivement, il va refuser des shoots ouverts pour aller faire des merdes. Et en fait, moi, je le définis comme un mec frustrant parce que on voit tout ce qu'il peut faire et il a des séquences où il est ultra intéressant dans la dynamique, dans l'intensité, et puis il est capable en parallèle de faire des choses simples, mais il est incapable de faire ça sur un match complet. Et c'est ultra frustrant. Oui, il est là-dessus, il est victime de sa très grande confiance en lui-même et dans le fait qu'il est comme la race des Kobe, c'est-à-dire que le tir raté ne compte pas, il s'en fiche et il prendra le même 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois par match. Et pour nous, au bout d'un certain moment, ça va être problématique. Et le fait qu'il le compense maintenant, depuis quelques matchs du moins, avec enfin du playmaking, ou peut-être que Vogel a réussi à enfin trouver l'animation autour de Westbrook pour maximiser ses capacités au playmaking par rapport au début d'année où c'était pas toujours le cas. Bon, on va dire on peut largement encore sauver le soldat Westbrook, mais je sais pas, il va falloir qu'à un moment donné, ce coaching staff-là arrive à le canaliser un petit peu plus. C'est vrai qu'en plus, ce qui est vraiment frustrant, c'est que tu sens quand même qu'au niveau du playmaking, balle en main utilisé en tant que playmaker, il est quand même vraiment élite. Tu vois, tu le vois. Tu sens qu'il a une capacité rien qu'à la passe, ne serait-ce qu'à la passe pure. Au niveau des passes, il sait tout faire. Bounce pass, c'est millimétré parfois, c'est ultra, c'est vraiment fort, quoi. C'est très fort. Et c'est vrai que on a biberonné du LeBron nous sur les dernières saisons en tant que playmaker, en tant que, on va dire, first ball handler de la franchise. Mais c'est vrai que parfois, quand tu as Westbrook qui a la balle en main, des fois tu es aussi heureux de ce que tu vois. C'est-à-dire qu'il arrive à trouver parfois en transition des jolies passes. Un peu ce dont nous gratifiait LeBron avant très régulièrement, avant qu'il y ait Westbrook justement. Et ne nous voilons pas la face là-dessus. Excuse-moi, oui, mais ne nous voilons pas la face là-dessus. C'est que on l'a pris pour pallier les défaillances d'un Schroeder l'an passé. Et si peut-être aujourd'hui on a un LeBron qui est aussi efficace à son âge-là, c'est qu'il est délesté de cette charge-là aussi par rapport à Westbrook. Absolument.
c'est ce que j'allais dire. Ce qu'on ne pourra pas retirer à Russell Westbrook, c'est que on l'a recruté pour l'une de ses missions, c'était de décharger LeBron de ce primary ball handler qu'il n'est plus. Hein. LeBron n'est plus le primary ball handler des Lakers. Hein. Maintenant, c'est devenu vraiment Russell Westbrook sur cette saison en tout cas. Et pour le coup, il y arrive. Et comme tu dis, comme on parlait tout à l'heure de l'excellente saison de LeBron, du fait qu'il puisse jouer 36 minutes par match en ayant 37 ans, c'est quand même pas rien. Bah, pour que LeBron puisse jouer 36 minutes, encore heureux. Enfin, c'est sûrement aussi parce que c'est pas à lui de remonter la balle à chaque fois et que c'est Russell Westbrook qui en fait beaucoup. Et c'est peut-être pas aussi non plus un hasard si Westbrook commence aussi un petit peu à fatiguer de son côté et que ça se sent. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre aussi à trouver dans tout ça. Et cet équilibre-là passe, je crois un peu comme en ce que tu dis, Adri, malheureusement, en un Russell Westbrook qui doit aussi un petit peu changer de son côté et accepter de ne plus être Russell Westbrook, accepter d'évoluer en fait. Ce qu'a fait LeBron, enfin, tu vois. Le problème, c'est que ça fait 5 ans que c'est comme ça fait 5 ans que tous les endroits où il est passé espèrent arriver à le faire changer et c'est tout le doute qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'un jour ça arrivera? Et juste pour revenir rapidement sur ce que vous disiez, c'est vrai que le playmaking, Westbrook en déleste pas mal LeBron. Ceci dit, quand les fins de match arrivent, c'est plus Westbrook qui gère ça, hein. C'est Papa LeBron qui prend la balle et il fait tout seul à la fin. Parce que je pense que LeBron, il a besoin de ça. Et surtout, je pense qu'il n'a pas encore toute la confiance pour Westbrook qui fait qu'il va quand même lui laisser finir les matchs avec ce rôle-là. Et généralement, au dernier quart, c'est Papa LeBron qui prend la balle et c'est lui qui se démerde. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que oui, par rapport à. Après, tout à l'heure, on parlait de l'attaque d'une manière générale et les problèmes, on va dire, offensifs des Lakers ne viennent pas exclusivement de Russell Westbrook. Il faut pas se voiler la face non plus. Mais en tout cas, par rapport au dossier Westbrook, c'est vrai que ce qui est problématique, c'est que, comme tu disais tout à l'heure un peu, Benoît, des fois, il y a des séquences où vraiment il va totalement tuer les possibilités de momentum des Lakers en enchaînant 1, 2, 3, 4 tirs avec la planche ou blow des layups ratés. Enfin, c'est vrai qu'il faut pas se mentir, hein. Blow des layups dans tous les sens, c'est des points faciles que tu perds et c'est du momentum que tu tues aussi. Donc c'est pas simplement blow un layup, parfois c'est bien plus profond que ça. Et ce qui est embêtant avec dynamique. Ce qui est embêtant avec Russell Westbrook par rapport, du coup, maintenant de l'autre côté du parquet, c'est qu'en défense, malheureusement, c'est toujours pas suffisant, on va dire, pour un joueur d'un tel calibre avec un tel salaire. Donc c'est vrai que quand tu fais la balance de l'offense qui est en dilettante et la balance de la défense qui est globalement pas terrible, tu te retrouves aujourd'hui à la moitié de ta saison, parce que là, on est pile poil à la moitié, quoi. 42 matchs. Ah non, on est un peu plus, pardon. Que la moitié, tu te retrouves à la moitié de ta saison, grosso modo, où tu te dis, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et la trade deadline, elle est dans 5 jours, et tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? Et bref, de toute façon, je pense que ça va nous faire bientôt une transition toute parfaite pour la deuxième partie du débat, mais c'est vrai que c'était intéressant de parler de Russell Westbrook une fois de plus. Clément, je sais pas ce que tu en penses. Oui, après, je tiens quand même à rappeler le souci avec Russell Westbrook que moi j'ai, c'est est-ce qu'en playoff on pourra le laisser sur le terrain et est-ce qu'il ne sera pas pénalisant? Enfin, je veux dire, qu'il soit mauvais en saison régulière, à la limite ça m'importe peu, mais s'il devient injouable en playoff, là ça devient inquiétant. Par contre, je tiendrai à dire, parce qu'on va certainement nous tomber dessus quand on parle de Russell Westbrook, il a des fans très attachants et très attachés à lui. Ça reste pas le problème principal des Lakers actuellement. Non, pas du tout. Non. Mais fondamentalement, moi, c'est un joueur que j'aime bien, mais c'est pour ça qu'il me frustre, parce que je vois ce qu'il pourrait nous apporter réellement, et en fait, c'est frustrant. Mais parce que fondamentalement, c'est un mec que j'aime bien, moi. Ah bah oui, c'est sûr, et je pense que en se mettant à sa place, ça doit pas être évident d'être dans les bottes de Russell Westbrook. Le mec, c'est un Los Angeles boy. Il réalise un rêve de gosse qui est de devenir aux Los Angeles Lakers. Je veux dire, tu feuillettes les photos de Westbrook quand il était gamin, il avait tout le temps un maillot des Lakers, le gamin. Donc tu peux être certain qu'il était très heureux de rejoindre les Lakers et que c'était un rêve pour lui qui se réalisait. Et tu peux que mesurer à sa place un petit peu quelle doit être sa frustration que ça ne clique pas. Que ça ne clique pas pour l'instant en tout cas. Donc ouais. C'est peut-être ce qui explique sa réaction de cette nuit. Hein. Peut-être, oui, probablement d'ailleurs.
probablement. Comme point positif, Clément, peut-être avant de passer sur la trade deadline, est-ce qu'on peut parler de l'offense de Malik Monk quand même, parce qu'il s'est révélé être quasiment le deuxième meilleur joueur de cette équipe. Ça me fait un peu chier de le dire, mais on peut quasiment le dire, quoi, en l'absence d'Anthony Davis. Oui, ça tourne quasiment mea culpa, parce que en début de saison, c'était difficile de le voir balancer dans un titulaire au poste 3 pour soulager les Browns au scoring, quoi. Ouais, mais... Eh bien, quel passage. Quel passage. Et on en reparlera un petit peu plus tard, parce qu'il arrive un peu sur un créneau qui correspondait ou qu'on espérait pour Kendrick Nunn, à voir si ça rabat les cartes pour ce dernier. Mais en tout cas, Malik Monk, ce qu'il produit sur le terrain, que ce soit même balle en main, enfin je veux dire, c'est surtout de la création de tir qu'il utilise, qu'il fait. C'est assez impressionnant. Hein. Les circuit shots qu'il enchaîne, c'est... Ouais. Mais même en spot-up, c'est loin d'être vilain. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, la capacité qu'il avait par rapport à Wayne Ellington, par exemple, c'était d'utiliser son pull-up, de sortir d'un écran et d'aller chercher à mi-distance ou d'aller balancer un flotteur, et c'est ce qu'il fait excellemment. Ouais. J'avais tweeté un truc sur le compte, j'avais dit Malik Monk, quand tu le vois jouer, il joue pas comme un role player, quoi. Balle en main, je veux dire, balle en main, voir ce qu'il fait du ballon quand il l'a en main, le mec il se prend vraiment pour Allen Iverson. C'est une vraie confiance. Hein. C'est incroyable, une confiance en lui, mais incroyable. Et on va pas se mentir, il a aussi des arguments, on va dire, qui font que cette confiance est tout sauf débile. Hein. C'est plutôt un bon ball handler. Il manque un peu de vitesse, si on me demande au niveau de vraiment son défaut. Je dirais que son premier pas est pas très rapide, mais à part ça, franchement, il a le full package. Verticalité, ça monte très très haut, ça dunk bien, ça dunk fort, ça shoot bien. Enfin, le mec, il a tout le skill set, hormis on va dire le truc très advanced, type qui demande vraiment du footwork, type fade away, machin. Ça, on le voit pas trop en prendre, mais pour tout ce qui est du reste, c'est costaud Malik Monk, quoi. Et alors j'ai pas les stats, mais de ce que j'ai pu lire sur Twitter, en termes de vidéos et de stats avancées, il y avait aussi une amélioration du côté défensif. D'accord. Qui l'eût cru. Ouais. Il est au niveau des stats défensives, qui l'eût cru. Ouais. Il est très bon sur l'ISO et sur le porteur de balle. C'est ça qui l'eût cru. Ouais. Grave. Mais pour revenir au niveau offensif, oui, c'est un joueur qui montre une belle panoplie et qui est une des très rares satisfactions. Enfin, pour moi, c'est une belle satisfaction, mais malgré tout, je suis encore plus surpris par la belle surprise qu'est Melo en attaque cette année. Ouais. Voilà, parce que vraiment de Melo, je n'attendais rien, mais vraiment rien. Et en fait, il est exactement ce qu'aurait dû être Kuzma pour nous l'an passé. Exactement. Ni plus finalement, ni plus ni moins. Et pour 10 fois moins cher. Ah bah oui, non mais c'est clair. Mais ouais, non mais carrément. Après, qu'est-ce que je voulais dire, puisqu'on parlait un peu d'offense, on remarque aussi que Taylor Horton-Tucker finalement reprend un petit peu le rebond, entre guillemets, enfin rebondit plutôt, je devrais dire, après des performances vraiment cataclysmiques. Il pouvait que rebondir, hein, de toute manière. Il pouvait que rebondir. Putain. Mais c'est plutôt bon, parce que c'est quand même un joueur qui compte, hein, mine de rien, et à qui Vogel a donné un vrai rôle dans cette équipe des Lakers, il faut aussi le dire, tu vois. Je suis désolé. Mais dire qu'à la place de lui, on pourrait avoir Caruso, quoi. Bref. Oui, non, mais c'est sûr. Ça me fait mal encore. Hein. Ça me fait mal parce que c'est quand même 10 millions. Quand tu compares les deux trajectoires, d'où il y avait débat, quoi, l'été dernier. Après, THT, juste, je suis content de le voir quand même bien réagir. Après, je pense qu'il a eu je ressors mon côté médecin, hein, vous m'excuserez. Mais je crois que le Covid, ça lui a quand même fait du mal et il a mis du temps à s'en remettre. Et là, depuis 5 matchs, il sort vraiment la tête de l'eau, au-delà de toute la pression qu'il avait sur les épaules du haut de ses 21 ans. Mais je crois que du coup, physiquement, on le sent mieux et on sent qu'il est beaucoup plus confiant aussi dans ce qu'il fait. Et j'ai l'impression qu'il commence vraiment à prendre son rôle, là. Mais il a que 21 ans, quoi. Ouais, mais il faudra voir sur la durée parce que aussi bien en attaque qu'en défense, c'est de loin le joueur qui a le plus de responsabilités et qui s'en sort le plus mal.
et avec lesquels, comment dire, les stats avancées sont très 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 cruelles. Ah bah oui, c'est sûr. Au point que si on doit arriver à un point où Kendrick Nunn doit les manger toutes les minutes, qu'il lui mange toutes les minutes. Ça en est là, hein, si tu veux. Quand tu regardes là où il en est dans tous les secteurs du jeu, c'est préoccupant. Alors 21 ans certes, mais à un moment, il va falloir qu'il se stabilise dans quel type de joueur il veut être et il sera. Avec nous ou ailleurs. Alors, pour ça que moi THT, je le mets pas dans les satisfactions, même s'il y a 2-3 matchs où il s'en sort le mieux. Par contre, moi, la petite satisfaction que j'ai, c'est que enfin, les personnes qu'on a signées pour amener du shoot amènent vraiment du shoot. Ah bah oui. Ça, comparé à nos précédentes, tu vois, Free Agency, là, pour une fois, c'est le cas. Ah bah oui, c'est sûr. Là, tu prends Melo, il apporte du shoot. Monk, il apporte du shoot. Même Ellington, exactement. Tout à fait. Ellington aussi amène du shoot. Bradley amène du shoot. Donc ces gens-là amènent effectivement les 38-40% qu'ils étaient censés amener et pour pas trop cher. Même Austin Reeves amène du shoot. Même Austin Reeves amène un petit peu de shoot. Même Ariza aussi amène du shoot. Ouais. Donc non. Tu vois. Pour une fois, ça clique. Donc plus que ça clique de l'autre côté du terrain. Oui, parce que c'est vrai que c'est très rare que les Lakers soient honteux à 3 points sur une nuit. C'est très très rare qu'on soit très médiocre à 3 points. Je sais pas quel c'est Clément qui live tweet. Oui, ouais, non, mais t'as toujours un mec qui. Oui, c'est ça. C'est à part moi, Adrien m'a transmis le rôle de chat noir cette année, c'est super. J'en suis fier. Mais t'as toujours un mec qui step up et j'allais dire tout à l'heure, j'ai failli rajouter la liste, même ce sacré Avery Bradley apporte du shoot aussi, quoi. Bah oui. Donc voilà, ponctuellement, ils arrivent à se relayer et les Lakers sont rarement décevants au tir, ce qui était un peu le souci principal des Lakers, notamment même dans la bulle quand on a été champion. S'il n'y avait pas de tir extérieur qui tombait, ne serait-ce que de shooter à 32%, c'était compliqué pour nous, quoi. Carrément. Messieurs, est-ce qu'on passe au dossier suivant ? Allez. Puisque la date fatidique approche. Et comme chaque année, quand c'est pas pour s'aborder un effectif à recruter un pivot qui se prend pour Shaquille O'Neal, les general managers respectifs scrutent le marché afin de se renforcer. Et ça a déjà commencé puisque la coutume qui stipule de lier tout joueur NBA sur le départ à Los Angeles est toujours active. Et c'est ainsi qu'on a vu Ben Simmons envoyé à Los Angeles, Miles Turner. On a même parlé de Domantas Sabonis sur certains. Bref, Rob Pelinka, lui, cherche de la viande et il n'y a pas vraiment de cible spécifique. Premier move, messieurs, je vous propose de parler de ceux qui pourraient partir ou qui ont été évoqués dans les rumeurs de départ. Ouais. Il se dit que Rajon Rondo partira à Cleveland, non? Donc, Rajon Rondo est bien parti à Cleveland, histoire de dégager une place, économiser un peu d'argent et signer Stanley Johnson qui a été, ma foi, un petit peu convaincant sur son premier 10-day contract lorsqu'on avait des cas de Covid en pagaille. Du côté des départs, ça parle de Ken Bazemore et de DeAndre Jordan. Bon, alors l'info vient de Brian Windhorst, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais juste histoire de libérer... Ça se sent un petit peu, ceci dit. Oui, voilà, c'est histoire de libérer des spots supplémentaires et d'avoir des joueurs un peu plus importants. On regrette pour Ken Bazemore, du coup. On espère que ça ne pourra pas se faire pour lui. Enfin, moi, personnellement, en tout cas. Et Sam Amick avait avait dit que les Lakers auraient sondé des front office adverses au sujet de Westbrook, mais un départ reste peu probable, notamment du fait du salaire et de ce qu'on a un peu dit avant concernant le joueur. Est-ce que vous voyez des joueurs qui devraient... vous êtes sûr à 100% qu'ils vont partir ou des joueurs que vous envisagez sur le départ? Moi, je confirme ce que dit ce cher Windhorst. Je vois mal Bazemore rester parce qu'on a quand même bien senti que suite à son début de saison pas terrible, notamment en attaque, surtout en attaque, Frank Vogel n'allait pas vouloir le compter dans ses plans. Donc DNP sur DNP, quelques minutes de garbage là de temps en temps dernièrement. Je pense que ça va être bientôt rideau pour notre cher Bazemore que j'aime bien et que j'aurais aimé qu'on garde. Malheureusement, ce serait comme ça. DeAndre Jordan, alors lui, il est complètement sorti de la rotation, donc je pense que lui, pareil, ça va être ciao ciao. On parlait de THT avant de clore le dossier sur les Lakers et avant de se projeter sur la deadline. Je pense que ça pourrait chauffer pour THT si jamais un GM de certaines franchises en particulier appelle Pelinka pour discuter. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. On pourrait peut-être déjà directement parler de ça, puisque c'est finalement notre seul asset, on va dire notre seul asset de valeur qu'on pourrait potentiellement envoyer dans un trade pour récupérer un joueur qui bonifierait cet effectif. Disons qu'il y a je rebondis, après je laisserai la place à Adrien. Il y a 3 joueurs qui ont un salaire suffisamment conséquent pour monter un transfert et qui ont une valeur
à peu près correct. Donc Westbrook, à voir si on arrive si une franchise est intéressée par ces 41 millions cette année et 44 millions, je crois, l'année prochaine. En player option. Voilà. Donc, THT, tu l'as dit, qui a 9,5 millions sur les 3 prochaines années environ, et Kendrick Nunn, qui n'a pas joué, mais qui a une mid-level exception à 5 millions à saison. C'est grosso modo les salaires qui sont disponibles à Pelinka pour monter des deals autres que contre des contrats minimum ou des joueurs qui coûtent 3 millions de dollars. Adrien, est-ce que tu voulais rebondir sur quelque chose? On dit ça, c'est nos 2 seules monnaies crédibles. Après, je suis sceptique sur le fait qu'on puisse trade DeAndre Jordan. Enfin, quelle est la franchise qui en voudrait? Oui. Et au point où on en est, pourquoi gaspiller un pic pour l'envoyer ailleurs? Enfin, je comprends pas en fait. Voilà, c'est exactement ça. Ceux qui en parlaient pensaient attacher un second tour de draft, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de balancer ça pour recruter un 14e homme ou un 15e homme? Exactement, et après, tu vois, j'ai vu Cranji qui disait qu'il faut trade, tu vois, pour Muscala. Il y a encore une fois. Non, mais tu vois, on a vu ce que ça a donné. Shit, here we go again. Ouais, c'est exactement. Ouais. Et je rappelle que la dernière fois pour Muscala, on a dû cramer Zubac et un pic. Non, on va arrêter on va arrêter les frais, quoi. Honnêtement, moi, je ne vois pas faire grand-chose sur la trade deadline, sauf si un GM adverse panique. Voilà, si ça y est, comment dire, tu vois, les incompétents des autres franchises commencent à s'exciter. Et là, à ce moment-là, on peut se glisser, mais il ne faudrait pas que l'on panique nous-mêmes. Ouais, mais attention, tu peux avoir un rebuild qui se lance qui s'accélère côté Blazers. Tu vas avoir un rebuild qui va arriver côté Pacers. Donc, il y aura peut-être une braderie, une grande braderie. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs quand même qui reviennent beaucoup sur la table dans les rumeurs côté Lakers là sur les dernières semaines. Ça a reparlé de Miles Turner avec les Lakers comme étant intéressé par le pivot des Pacers. Ah, j'avoue, si on fait DeAndre Jordan contre Lillard, oui, pourquoi pas, oui. Non, mais par exemple, il y a un Larry Nance Jr. qui existe à Portland et qui serait une cible susceptible de nous intéresser. Oui, mais ça veut dire qu'on crame THT contre lui. C'est ça, grosso modo, c'est ça. C'est l'idée. Mais il y a un moment, il faut qu'on parle français. Est-ce que tu crames THT pour le Larry Nance Jr. d'aujourd'hui? Est-ce qu'il va t'apporter dans l'idée de devenir un sérieux contender au titre en bonifiant ton effectif là où il a besoin d'être bonifié? Parce qu'en l'occurrence, Larry Nance Jr., au même titre que Miles Turner, évidemment, le fit à côté d'Anthony Davis, il est quasiment naturel, quoi. Sur le papier, il est là, quoi, le fit. Ouais, ça se tente, ouais. En vrai, ça se tente. Ouais, ça se tente. Et tu récupères Larry Nance Jr., en plus, pour qui on a tous une forte attache sentimentale pour ce joueur. Enfin, moi, je veux dire, je trouverais ça fou qu'on arrive, on n'y est pas encore, mais je trouverais ça fou qu'on gagne un titre aux Lakers avec Larry Nance Jr. C'est un joueur que moi, j'ai surkiffé avoir dans la franchise avant qu'il parte, quoi. Grave, cette année, Larry Nance, l'année prochaine, on fait revenir Lonzo et Caruso. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est la base. Donc, donc tu as Larry Nance Jr. Pour des salaires, on va dire, que tu peux aller chercher avec THT, tu as Miles Turner. Miles Turner, alors je pense qu'on sera light. Non, il gagne plus, Miles. Oui, alors ça passe, mais ça sera light en termes d'assets. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça sera light en termes d'assets. Pour trader pour Miles Turner, il faut mettre grosso modo Talen Horton-Tucker sur la table, Kendrick Nunn en termes de salaire, et un vétéran, donc au hasard, DeAndre Jordan, si possible. Voilà. Mais voilà, grosso modo, en termes de salaire, ça s'équilibrerait comme ça. Mais maintenant, est-ce que Indiana n'aura pas des meilleures offres que ça? Des offres plus intéressantes que ça. Voilà, c'est ça. Oui. Et est-ce que ça vaut le coup pour nous de donner plus, d'envoyer des pics en pagaille pour Miles Turner? Pareil, donc joueur que j'apprécie au demeurant, mais... Je suis pas convaincu. Enfin, pas convaincu par rapport à quoi? Par rapport au fit? Non, je suis pas convaincu qu'il faille cramer beaucoup d'assets pour le joueur. Ok, parce que moi, par rapport au fit, en l'occurrence, c'est pareil, ça clique, quoi. Tu vois, Miles Turner, il fait tout ce dont on a besoin d'un big à côté d'Anthony Davis. Si on veut, entre guillemets, pas abandonner Spawn Ball, mais repartir sur un double big, quoi. Ouais, non, moi j'ai pas de souci avec ça, tu vois, de tenter quelque chose et de peut-être retenter en rééquilibrant vers l'intérieur et en remettant de la taille. Mais là, on a quoi? Là, on a un cycle qui est armé jusqu'à 2025. Puisque le dernier pic qu'on doit envoyer aux Pelicans, c'est ça. C'est ça. Mais moi, ça me va, tu vois, ça. Ok, après, à la fin de l'année, en gros, enfin, à la fin de 2025, tu vas à nouveau être compétitif sur la free agency et tu auras à nouveau ta marée de pics à échanger contre un joueur.
Gardons ça. Ça sert à rien de commencer à hypothéquer 2027, 2029, tu vois, pour... Ouais, je comprends. Pourquoi en fait? En fait, et pourquoi? C'est ça la question. Hein. Tiens, pourquoi tu veux hypothéquer potentiellement ton nouveau cycle post-LeBron Davis avec quoi en fait? Avec peut-être gagner une place. Enfin, je sais pas en fait, quelle est la valeur ajoutée que va apporter Miles Turner par rapport à tes concurrents. J'en sais rien, c'est une question ouverte. Hein. C'est la question qu'il faut se poser par rapport à tous les noms avec lesquels les Lakers sont liés. C'est-à-dire Jeremy Grant, Miles Turner. J'ai parlé de Larry Nance Jr., mais je n'ai pas vu de rumeur par rapport à ça. Mais au moins pour Jeremy Grant et pour Miles Turner, qui sont les noms qui reviennent le plus, pour lesquels on serait susceptible de dégager THT et potentiellement du pic. Moi, personnellement, ce qui est dommage, c'est que, et ça ne plaira pas aux Westbrook fans, mais je le dis en tant que fan des Lakers, ce trade n'arrivera jamais, mais un trade de Russell Westbrook contre Ben Simmons, là, tu fais exploser en termes de valuable, il n'y a pas de plus valuable pour moi sur le marché disponible pour cette équipe que Ben Simmons, tu vois. Ce serait fantastique, mais ça paraît Ça n'arrivera jamais. D'autant que Daryl Morey, je suis pas sûr qu'il ait très envie de récupérer Westbrook. On est bien d'accord. Le problème de Daryl, c'est que le Torrent ne joue pas forcément en sa faveur. Hein. Oui, mais alors lui, il a pas l'air d'être contre d'attendre cet été, tu vois. Aussi con que ça puisse être, parce que du coup, il bazarde une année de prime d'Embiid. Je crois qu'il a l'air. Il a vraiment pas envie de brader Ben Simmons, quoi. Je crois qu'il a envie d'être con jusqu'au bout, ça c'est clair. Ouais, voilà, c'est ça. Il a vraiment envie d'être con jusqu'au bout. J'ai pas voulu le dire, mais c'est ça. Mais bon, on oublie Ben Simmons, qui serait le joueur le plus valuable, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour les Lakers aujourd'hui dans les noms disponibles. On scratch de la liste Miles Turner, on vient d'évoquer son cas. Pareil pour Nance Jr. Pour Nance Jr., tu avais l'air d'être d'accord pour envoyer THT, Adri. Moi, je pense oui, mais pas plus. Mais tu vois pas plus. Pas plus? Ok, mais je crois pas que les Blazers demanderaient beaucoup plus, parce que dans une idée de potentiellement rebuild, tu leur donnes THT, c'est plutôt honnête. C'est plutôt honnête. Pour Larry Nance Jr., c'est plutôt honnête. Il nous reste Jeremy Grant, qui est celui avec lequel on est énormément lié et qui serait pas impossible qu'on traite pour lui à la trade deadline. Hein, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on en pense de Jeremy Grant? Bonne question, hein, mais c'est contre qui? Ça dépend, tu fais partie contre qui? Est-ce que tu arrives à inclure Westbrook dans le deal? Au moins vu le salaire. Grosso modo, ça va être le même deal que Miles Turner. À moins que tu arrives à filer Russell Westbrook, mais est-ce que tu fais le deal Russell Westbrook contre Jeremy Grant, toi? Le problème, c'est qu'il faut qu'on ait autre chose, parce que ça passe pas avec les Pistons. Revenons si tu veux sur le package non THT. Ok, pourquoi pas, on leur envoie ça, mais déjà, si c'est pour envoyer du pic en plus, c'est le même problème que j'ai par rapport à l'autre hypothèse. C'est pourquoi on va bazarder ton futur cycle contre un tel joueur. Pour un joueur qui ne sera jamais un lieutenant d'Anthony Davis ou de n'importe quel autre superstar dans le futur. En fait, c'est ça le truc. Et rapidement, tu n'as plus la main sur le joueur aussi. Donc imagine ça se passe mal avec les trois autres, et dans un an, il est plus chez toi. En fait, c'est ça le problème que j'ai avec Miles Turner et avec Jeremy Grant. C'est que c'est des joueurs qui ne seront évidemment jamais des franchise players, mais qui ne seront pour moi jamais des lieutenants, on va dire, ou des seconds franchise players. C'est des mecs qui ont au mieux le niveau d'être un troisième gros joueur, mais ce sera jamais des superstars. Ce sera au mieux des stars. Et dans ces conditions-là, balancer ton seul gros asset qui est THT et du pic, etc., je suis pas sûr que ça fasse beaucoup sens. Parce que mine de rien, ces mecs-là, ils se font payer. Jeremy Grant, son salaire, il est pas donné. Hein. Je sais pas combien de temps il lui reste d'années de contrat, mais on va dire, pour ce que tu vas attendre de lui, je vais dire que c'est assez cher payé, mais voilà, il n'est pas donné, quoi, Jeremy Grant. Le mec, il s'est barré des Nuggets parce qu'il était la troisième option offensive et qu'il voulait être être la première option ailleurs. Tu vas le ramener en étant la quatrième chez toi, et tu penses que ça va bien se passer? Je suis pas hyper serein sur ce type de move. Alors que c'est vrai que à contrario, tu fais venir un Larry Nance. Bon, mais Larry, même s'il tire pas, il s'en fout, tu vois, à la limite dans un match. Larry, tu vois. Ouais, c'est ça. Il va faire ce qu'on lui demande de faire et ce dont l'équipe a besoin. Jeremy Grant, ce qui est intéressant avec lui, on va dire sur le papier, c'est qu'il va étirer ton jeu à mort, parce qu'il est vraiment très très bon sur le tir à 3 points. Moi, j'ai l'impression que sa défense est un peu surfaite. Tout le monde me dit que c'est un excellent défenseur. Moi, j'ai pas l'impression qu'il en soit un, mais après, peut-être que c'est ma perception du truc. J'ai pas les stats avancées sous les yeux en défense par rapport à ce qu'il est capable de faire ou pas. Mais disons que si tu fais venir Stanley Johnson et que tu veux le garder, que tu veux lui faire une place dans ton roster pour être, on va dire, ce wing défenseur qui manquait un peu à ton équipe, pourquoi est-ce que tu irais récupérer le contrat de Jeremy Grant
tu te le mettrais sur le dos dans ta payroll si tu mises un petit peu sur Stanley Johnson. C'est ça aussi la question qu'il faut se poser, tu vois. Moi, je veux bien comprendre qu'on ait voulu blinder Stanley Johnson parce qu'on croit de moins en moins en Ariza et en ses vieilles cannes et ce qui lui reste. Mais du coup, pourquoi te concentrer sur Stanley Johnson si tu veux récupérer Jeremy Grant? Ça devient un petit peu overkill, là, en l'occurrence. T'en fais trop, quoi. Donc, moi, Jeremy Grant, je suis pas fan, quoi. Pas fan. Moi, dans mon ordre de préférence, évidemment, je mettrais Turner avant Jeremy Grant. Jeremy Grant, bof. Pardon, excusez-moi. Il y a le site Fanspo où on peut simuler des trades et donc on peut voir toutes les offres des gens. Et bon, si vous avez du temps à perdre, allez-y, c'est super marrant. Là, j'ai un trade qui amène DeAndre Jordan et qui fait revenir Christian Wood aux Lakers. Donc ouais, ça c'est pas mal. Ah, c'est pas ça mal. passe. Volontiers. Enfoiré. J'en ai un autre avec Gary Harris. Ça, par contre, c'est pas inintéressant. Mais bon, on en parlera peut-être un petit peu plus tard quand vous serez prêt à entendre que c'est notre solution miracle. De toute façon, on a fait le tour. Il y avait d'autres. En tout cas, là, on s'est concentré sur les options principales qui pourraient vraiment faire changer notre équipe. Oui. Même Larry Nance qui était un role player plus. Il y avait Covington qui était aussi dans cette idée-là. Alors non, merci. Mais en fait, les noms qui peuvent ressortir, notamment je pense tu as parlé des Blazers qui envisagent de tout reconstruire, mais il y a aussi les Pacers qui font la grande braderie. Et à part Justin Holiday, tu vois, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de balancer Nunn et un second tour de draft ou un truc comme ça pour les convaincre? Je suis pas vraiment convaincu. Je suis peut-être naïf, mais j'espère en tout cas que Kenrickton répondra à certains de nos mots. Pas en défense, hein. Non. Est-ce que ça peut être pire? Est-ce que ça peut être pire que certains qu'on a? Bon. Non, mais c'est pas. Non, mais en tout cas, oui, ça sera pas le deep boy attendu. Non, pas de souci. La défense, là, il viendra d'Anthony Davis. Et le souci, c'est que il va falloir compter sur un Ariza qui monte en puissance, et un Vogel qui écoute un petit peu la logique aussi. Bon. Est-ce que vous aviez des noms à rajouter, messieurs, des joueurs que vous aimeriez voir revenir? Peut-être Damian Jones. C'est pas déconnant pour le coup, Clément, parce que t'es, on va dire, à mi-chemin entre Stanley Johnson et Jeremy Grant, j'ai envie de dire, et donc t'as quand même un ailier qui peut scorer, qui shoot pas trop mal. Alors je sais pas ce qu'il en est vraiment de la défense, niveau défense pour Justin Holiday. T'es probablement mieux renseigné que moi sur le sujet, Clément. Correct plus, en tout cas. Le souci que Justin Holiday, c'était une des cibles qu'on avait nommé avec Adrien sur les dernières saisons pour un rôle de free and D. Le souci qui va se présenter, c'est que il vient, tu l'as dit, sur un créneau où il y a Stanley Johnson, à la limite où il y a Austin Reeves, voire Ken Bazemore si jamais il joue. C'est joueur capable de défendre sur des 2-3. Ce qui me manque, moi, à Los Angeles, c'est au contraire un joueur capable de défendre sur des grands ailiers. Ariza peut le faire sur 15 minutes. Voilà. Ariza peut le faire pendant 15 minutes. Si tu prends un pivot, à la limite, Miles Turner, tu vois, tu peux demander à Anthony Davis de défendre en seconde lame, c'est quelque chose qu'il aime bien. Mais recruter un autre free and D sur un autre swingman free and D, je suis pas sûr que ce soit la priorité. Non, mais pour le coup, Jeremy Grant, il rentre plutôt dans le scope que tu évoques. Ouais, alors pour le moment, cette saison certes, mais en défense, il met pas un pied devant l'autre. Hein. Ah oui, mais c'est ce qui me semble aussi. Hein. Et que ce soit au périmètre et à l'intérieur. Ouais. C'est assez moyen des deux côtés, alors que justement il nous avait habitué à mieux de ce côté-là du parquet, quoi. Du coup on part sur Ben Simmons, puisque lui pour le coup défense inter-externe sur des grands ailiers, sur des meneurs, là on est bon. Hein. Ah oui, il y avait Covington qui s'en sortait, et ça m'a surpris un petit peu, il y avait Covington qui s'en sortait en défense, j'entends. Par contre en attaque c'est trop compliqué et trop pénalisant pour monter un deal, surtout pour balancer T.H.C. quoi. Non, mais c'est vrai que dans un monde idéal, de toute façon, si Westbrook ne veut toujours pas, s'échiner à tirer de loin, à ce moment-là, au moins, bon, tu perds un peu de spacing, mais tu gagnes en défense. Donc, c'est vrai que Simone, c'est quand même la solution de remplacement idéale. Mais bon, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, mais c'est sûr que oui, effectivement, on pourrait. Enfin, c'est le rêve, quoi. Honnêtement, c'est entre guillemets le rêve. Si jamais tu décides demain de séparer de Russell Westbrook, tu le remplaces par Ben Simmons, t'as quasiment rempli tous les problèmes de ton équipe, quoi. T'as quasiment résolu toute l'équation de ton équipe. Mais bon, pour réussir quelque chose de plus crédible,
Moi, ce qui m'embête avec Covington, c'est qu'en attaque, là, c'est vraiment. Ah oui, oui. Voilà. Donc, ouais. Ça mènera un petit peu de spacing pour Russell Westbrook, pour qu'il puisse se percuter dans la raquette. Ouais. Messieurs, je pense qu'on arrive au bout de ce podcast. Oui. Est-ce qu'on se revoit avant la trade deadline? Du coup, on se donne rendez-vous un petit peu avant le All-Star Break. Ok. Ouais, carrément. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Nas, vas-y. Oui, allez, je commence. Mot de la fin, du coup, déjà, re-bienvenue à Benoît qui est volontaire, qui est sympa comme tout et qui a fait des live tweets en plus qui ont plu. Donc, franchement, un plaisir de t'avoir accueilli parmi nous, mon cher Benoît. Merci, comme d'habitude, à tous ceux qui nous suivent. Ça fait plaisir. J'espère que ce podcast vous plaira. Et puis hâte d'enregistrer le prochain, comme d'habitude. Adrien, tant que tu es présent et pas endormi. Non, c'est pareil, toujours un plaisir de vous revoir et puis intrigué par les futurs mois. J'espère quand même une saison qui sera quand même plus enthousiasmante que la fin de saison de l'an passé. Et je sais pas, j'ai une petite lumière en moi qui me dit que oui, ça peut arriver. Ça peut. Benoît? Déjà, je vous remercie. Je suis dépucelé du podcast et ça s'est très bien passé, donc c'était cool. Nickel. Et donc, moi, j'ai quand même de l'espoir. J'ai vu des choses plaisantes. Moi, j'y crois. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Et je terminerai par ces deux mots, Austin Reeves. Bon, j'enchaînerai pas sur Gary Harris. Donc du coup, moi, je vais remercier nos auditeurs de nous écouter, d'être fidèles et de réclamer le podcast. C'est vrai que ça nous encourage à remettre le pied à l'étrier, d'essayer de s'enregistrer et rester connecté. Peut-être qu'on lancera un nouveau projet d'ici peu. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Salut.